ne peut pas se faire appeler Kolongel, je suis désolé. C'est épuisé du patrimoine ça, c'est Kolongel, je suis désolé. Même si c'est lui qui le dit, moi je me permets de le corriger, parce que en Kolongel, en congolais, ça n'existe pas. Okay? C'est le professeur Eberand Casimir Kolongele, c'est comme ça que ça se prononce. Voilà. Bon, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que comment je perçois cette initiative. Nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en temps de crise. Et lorsqu'il y a une crise, il faut que le peuple se resserre autour de son chef, celui qui représente la nation, en l'occurrence le président de la République qui est le chef de l'État et le chef des armées, qui est également, plus que ça, comme j'ai l'habitude de le dire très souvent, il est également le garant de la souveraineté nationale, tout en étant également garant de l'indépendance nationale. Il faut que tout le monde se mette ensemble. On dit bien, un pour tous, tous pour un. L'union, tout le monde fait allusion à qui? Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire le peuple congolais. Et le peuple congolais politiquement représenté... Armé, non armé. Hein? Armé, non armé, c'est-à-dire le peuple, il est un. La seule armée que moi je connais, c'est l'armée régulière. Oui. Ceux-là, que vous qualifiez d'armée, pour moi, ce sont des rebelles. Et c'est des gens qui travaillent contre la République. Ils n'ont pas droit au chapitre. Ce n'est pas qu'ils n'aient pas droit au chapitre. Mais nous sommes un État, dit l'article 1er, uni, démocratique, social, ainsi de suite. Celui qui a un problème n'a qu'à amener ça dans le cadre du débat démocratique. La prise d'armes est interdite, n'est-ce pas? Si vous voulez, vous prenez l'article 64 de la Constitution, vous aurez déjà une première réponse. L'article 2, l'alinéa 2 de l'article 64 nous dit ceci: toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. On dit bien toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Elle est punie conformément à la loi. Donc un Congolais, tout Congolais, d'ailleurs l'alinéa 1er nous dit, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Donc, même si je fustige parfois cette constitution de la Troisième République, il est un fait que cette constitution a été adoptée en vue justement de mettre fin à toute tentative d'acquisition ou de prise de pouvoir par la force. Il y a des voies démocratiques qui sont là. Donc, ces gens-là, je suis désolé, ce n'est pas qu'il n'ait pas tant que ça droit au chapitre, on doit les écouter, mais la voie qu'ils ont empruntée n'est pas la voie démocratique, n'est pas la voie constitutionnelle. Et en plus, les actes qu'ils posent sont punis par la loi. Donc, et la mise en place de ce gouvernement d'union nationale devra aussi prendre en compte les raisons ou s'interroger sur les raisons qui justifient à ce que certains d'entre nous aillent prendre les armes pour se faire entendre. Et ça, c'est un des éléments essentiels que ce gouvernement... Il y a plusieurs démarches qui sont initiées pour résoudre la crise au niveau interne. Il y a cette démarche initiée par la CENCO ECC qui, selon elle, vise à mettre tous les Congolais de tous bords autour d'une table, notamment ceux qui ont pris les armes, pour que justement la solution au problème soit trouvée. Au niveau interne, il y a ces consultations nationales avec tous les politiques, société civile y compris, et également la démarche extérieure avec les États étrangers, les États voisins, ou même les États partenaires pour trouver la solution. Professeur Mabaka, dites-nous aujourd'hui, quelle est l'initiative qui est la meilleure, qui semble être porteuse de fruits, qui peut porter des fruits aujourd'hui dans le contexte actuel? Celle de la CENCO, celle menée par les chefs de l'État à travers le professeur Ebirand, ou encore les négociations au niveau international avec les États voisins ou même les États partenaires? Comment dirais-je, les différentes initiatives, notamment la CENCO, ECC,
à part ce qui est de l'extérieur, Luanda, Nairobi, là c'est autre chose, je ne connais pas le contenu du pacte social ou les tenants et les aboutissants de la démarche des religieux. D'autant qu'il n'y a pas que, il y a aussi les églises, l'église de réveil, hein, qui aussi a lancé son pacte. Bon, moi, ça, je ne m'y intéresse pas, parce que je ne les maîtrise pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la Constitution, et c'est que l'initiative qui a été prise par le président de la République. Aujourd'hui, il faut noter qu'en tant que Congolais, nous avons tous, chacun, c'est l'article 63 de la Constitution, le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Nous sommes dans un cas d'une menace et d'une agression extérieure. Parce que ceux qui ont pris les armes, certains sont congolais, mais la menace, c'est notre voisin, le Rwanda, comme on l'a dit, qui a été condamné également au niveau international. Que devons-nous faire? Est-ce que nous devons commencer à nous entendre avec les gens du AFCM 23 pour trouver solution pour le réintégrer, brassage comme ça a toujours été fait? Ou nous devons nous mettre autour du chef de l'État en tant que chef des armées et garant de la souveraineté nationale pour justement nous organiser et aller combattre ceux qui nous menacent, qui nous ont agressés et mettre fin à cette guerre? Ça, c'est la première option. L'option militaire qui n'a pas à être exclue. À côté de cette option militaire, il y a l'option diplomatique qui continue et qui doit continuer. Mais on ne peut pas seulement aller régler le problème d'un point de vue diplomatique alors qu'on est faible. Et si on est faible militairement, mais on va aussi être faible diplomatiquement. Parce que c'est la voix de celui qui, comment dirais-je, dirige, celui qui occupe, qui va justement prévaloir. Aujourd'hui, c'est vrai, on doit discuter avec nos compatriotes qui ont pris les armes. Mais sous quelles conditions? Non pas pour... On doit. Bien sûr, parce qu'on doit régler le problème. Le problème, c'est quoi? Une fois qu'on a combattu... Si on discute avec les Congolais qui ont pris les armes, quelle est la valeur alors de ces consultations nationales en interne? Ces consultations, c'est une chose. Ici, c'est justement mettre en place la dynamique nationale, c'est-à-dire ce devoir sacré de défendre le pays. Et aujourd'hui, le président, qui est le garant de la souveraineté nationale et le chef des armées, doit réunir toutes les forces. Parce que le pays est attaqué. Prenez même la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée. Nous sommes dans cette situation-là. Et comme la solidarité nationale est menacée, l'unité nationale est menacée, nous devons nous réunir pour rétablir cette unité. Mais une fois qu'on a réglé ce problème, nous devons nous interroger, pour ça je dis on doit, pour savoir qu'est-ce qui motive certains de nos concitoyens à aller prendre les armes pour se faire entendre, au lieu justement d'entrer dans ce processus démocratique pour exprimer leur vue. Est-ce que vous comprenez le point de vue de certains opposants ou même résistants qui disent que ces consultations ne vont pas résoudre le problème, plutôt l'initiative menée par la Cinco SSC, notamment Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Joseph Kabila ou encore Délice Sanga et Matata Ponyo. Ils sont contre ces consultations. Je n'ai rien contre la Cinco et l'SSC. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne faut pas oublier que la Cinco et l'SSC ne sont pas des institutions de la République. Ah bon? Non, ce ne sont pas. Vous voyez dans la Constitution, donnez-moi une disposition. Non, ils ne sont pas des institutions mais voilà, de la République. Ce ne sont pas des institutions de la République. La Cinco et le CC devaient travailler en lien avec les institutions de la République et devraient faire que la volonté des institutions de la République. Que la volonté. Peut accompagner justement la volonté des institutions, peut guider éventuellement, mais ne peut pas imposer, je crois que ce n'est pas leur démarche en tout cas, imposer une voie parallèle à celle des institutions nationales. Sinon, on entrerait dans une contradiction au cas où la volonté des institutions établies serait contraire à leurs propositions. Est-ce qu'on s'est posé cette question-là? Donc moi, aujourd'hui, au regard des dispositions de la Constitution, au regard de cette idée de l'unité nationale, qui est déjà dans l'article 1er de la Constitution,
qui reflète en quelque sorte notre unité dans la diversité. On trouve ça déjà dans le préambule de la Constitution. Les soi-disant, je dis bien et je pèse mes mots, les soi-disant opposants. Soi-disant. Oui, pourquoi? Parce que lorsqu'on ne veut pas soutenir l'initiative des élections en place, ils deviennent des soi-disant opposants. L'opposition consiste en quoi? L'opposition ne consiste pas à, si je puis me répéter, s'opposer à un individu. Ou à son programme ou à son projet de société. Mais l'opposition, c'est par rapport, d'abord, c'est même pas une opposition. En fait, c'est la co-construction, je peux dire. C'est-à-dire que vous avez un projet de société de la majorité, l'opposition vient avec un contre-projet. Un contre-projet, n'est-ce pas? Et la question ici, c'est de faire quoi? D'apporter, être une force de proposition, de compléter en quelque sorte le projet des sociétés de la majorité. Pour dire que voilà, ils font ceci, c'est bien, mais ils peuvent faire mieux. Le mieux, c'est quoi? Voilà ce que nous nous apportons. Et le pouvoir en place, le régime en place, peut aussi s'en inspirer. C'est ça l'apport de l'opposition. Ce n'est pas rejeter tout ce qui se fait. Donc ceux qui rejettent tout ce qui se fait ou qui ne veulent pas participer surtout à ces consultations, ce sont des ennemis de la République. Je pèse bien mes mots. Merci. Et je les assume. Merci ce sont des ennemis de la République parce que l'article 63 nous impose. C'est un devoir sacré. C'est plus qu'un droit, c'est un devoir, c'est une obligation. Et lorsque la République est menacée, lorsque la République est attaquée, il faut dépasser les passions, il faut dépasser les considérations partisanes, il faut soutenir les institutions en place. Merci beaucoup, professeur Mabaka. Je vous reviens incessamment. Je donne la parole à votre co-débatteur d'en face, professeur Carlos Moupili. Quelle est votre grande? Comment concilier la suprématie de la Constitution et ses consultations? Je disais tantôt que nous sommes en temps de crise. Aujourd'hui, au regard de ce qui se fait, nous ne sommes plus dans la Constitution. Comment ça? Nous sommes dans ce qu'on appelle, en droit constitutionnel, une constitution dérogatoire. Nous avons déjà dérogé à la Constitution. Pourquoi? Mais les institutions tirent leur pouvoir de la Constitution. Non, non, les institutions, oui, mais on est les constitutions aux fins de constitution d'un gouvernement d'union nationale, n'est-ce pas? Si je suis la Constitution, le gouvernement est composé de qui? Le gouvernement de la majorité vient de la majorité parlementaire, qui peut être issu de d'une coalition majoritaire, n'est-ce pas? À partir de là, on a aujourd'hui un gouvernement qui est en place. Et s'il y a ces consultations, c'est en vue de changer ce gouvernement, n'est-ce pas? Et ce que fait le Conseil spécial en ce moment, ces consultations, il joue en quelque sorte le rôle d'un informateur, comme le dit l'article 78. Donc on n'est plus dans la Constitution, on est hors la Constitution tout en étant dans la Constitution. Expliquez-vous un peu. C'est ce que j'appelle la caution dérogatoire. En fait, il y a une dérogation implicite ou tacite. Oui, tacite de la Constitution, sans pour autant qu'on viole la Constitution. Parce que le besoin qui se présente ici, c'est la nécessité de réunifier notre pays, d'une meilleure cohésion, comme vous dites, cohésion nationale, on y reviendra, d'unir le Congolais en vue de défendre la patrie contre cette menace, contre cette agression extérieure. Donc on n'est plus dans la Constitution classique, on est dans la Constitution dérogatoire. Expliquez un peu cette notion de Constitution. Mais c'est ce que je vous explique. Dérogatoire, parce que il y a le professeur Ebérand, le conseiller spécial du chef de l'État, a dit oui. Ces consultations seront fondées sur le respect d'un certain nombre de critères ou de principes, notamment la suprématie de la Constitution. Mais la suprématie de la Constitution, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Constitution, on dit, c'est la norme fondamentale, n'est-ce pas? Il y a des règles, notamment les relations entre le Parlement et le gouvernement qui vont subsister. Peut-être ça sera légèrement modifié. Parce que déjà, ce gouvernement d'union nationale, je ne sais pas s'il aura à adopter un programme qui sera soumis à l'Assemblée qui va l'adopter pour son investiture. Je ne sais pas. Et si ça se fait, mais il ne le fera pas en tant que, comment dirais-je, résultat
ou quelle autre expression que je peux utiliser, extraction de la majorité parlementaire. Mais c'est plutôt, ce sera une formation de la volonté commune du peuple congolais. C'est-à-dire où il n'y aura ni majorité, ni opposition, parce que la Constitution de l'article 78 nous dit, si vous voulez, je peux le répéter pour nos téléspectateurs. Ni opposition, ni majorité, ni opposition. Oui, c'est-à-dire que ici c'est l'ensemble du peuple congolais uni autour de l'institution suprême qui est le président de la République, chef de l'État. N'est-ce pas? Parce que c'est lui qui est le garant de la souveraineté nationale, le garant du peuple congolais, le pays étant menacé, l'État congolais étant agressé par l'extérieur avec la complicité de nos compatriotes, doit en fait renforcer, consolider son unité à travers ce gouvernement d'union nationale. Et dès lors, comme on forme un gouvernement d'union nationale, entre guillemets, on n'applique plus la Constitution telle qu'elle. À la lettre. On entre dans une forme de dérogation, comme on l'a dit, implicite, tacite, tout en respectant la Constitution, parce que l'objectif, c'est d'atteindre un objectif constitutionnel, qui est quoi? La préservation de l'indépendance nationale, la préservation de l'intégrité territoriale. Est-ce qu'il y a des exemples dans le passé de la vie nationale où il y a eu une période où nous avons été obligés... Bien évidemment, attendez, les exemples sont pléthores. On a eu des... Bon, je veux parler par exemple de deux gouvernements. Bon, on a eu les accords de la Saint-Sylvestre. Mais c'était dans le cadre d'une constitution dérogatoire. On a eu les accords de l'Union africaine avec Edem Kodjo, avec qui a mené Sami Badibanga au pouvoir. Eh ben, c'est aussi dérogatoire. Chibala, le Premier ministre il Chibala, avait quelle majorité? C'est dérogatoire. Les exemples, il y a des précédents dans l'histoire congolaise. Et le président Kabila avait un mandat constitutionnellement parlant, son mandat de 5 ans. Oui. Mais après ces consultations, on lui a laissé 2 années supplémentaires. Mais on lui a laissé sur quelle base? D'un point de vue de la Constitution? Voilà la question que je pose. Ben oui, bon, là, je peux vous répondre aussi en partie. C'est vrai que c'est vous qui la Constitution fixe le nombre du mandat, d'un mandat présidentiel à 5 ans. Oui, mais là, on est dans des réalités politiques, dans la réelle politique. Il s'est posé le problème de ce qu'on a appelé le glissement, n'est-ce pas? Et la Cour constitutionnelle a validé, en quelque sorte, cela, a validé, quand je dis validé, a donné l'interprétation de l'article 70, qui n'appelait pas interprétation, parce que l'article 70 est clair. On dit bien que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du président, définitive du président élu. Ça veut dire que aujourd'hui on organise des élections. On est le 26 mars, pardon. Oui. Et le président doit entrer en fonction, admettons, au bout de 10 jours, mais on dépasse le délai. C'est lui qui est en fonction reste, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est la continuité de l'État. Là c'est quand il y a élection, quand il n'y a pas élection. Non, qu'il y ait élection ou pas, mais justement, lorsqu'il y a élection. Mais maintenant, on n'a pas d'élection. Que voulez-vous? Vous voulez créer un vide juridique, disons un vide. Une crise politique? Non. Certains disent que c'était plutôt le président du Sénat qui devait non, la Constitution est claire. La Constitution est claire. Le président du Sénat, c'est en cas de vacances, d'empêchement ou ceci. Mais si l'on considère la non-organisation des élections comme un empêchement ou une vacance du pouvoir, en ce moment-là, je peux comprendre, mais ce n'est pas mon interprétation. Ici, on est dans un cas spécifique. Et donc, avec ce précédent-là, aujourd'hui, ce qui va se mettre en place, se met en place en dehors de la Constitution, tout en étant dans la Constitution. Donc on aura un gouvernement qui n'est pas issu de la majorité parlementaire. Mais bien évidemment, si c'est un gouvernement d'union nationale, ça ne sera pas issu de la majorité parlementaire. Parce que vous-même, vous le dites, j'ai noté ici, constitution politique basée sur quoi? Majorité parlementaire, union sacrée de la nation. C'est la majorité parlementaire. Et le gouvernement de Mme Souminois est issu de l'union sacrée de la nation. C'est ça, majorité. C'est une coalition majoritaire. Qui pour moi d'ailleurs est une majorité fictive, elle n'est pas réelle. Bon bref, ça c'est un autre débat. On parle des partis politiques d'opposition. Oui, mais les partis politiques d'opposition sont pléthores aussi. Et on dit opposition parlementaire et extra-parlementaire. Justement, parce qu'il y en a qui sont dans le gouvernement, disons, dans le Parlement, les institutions.
Une opposition qui est dans les institutions. Oui, bien sûr. Bah, vous avez Assemblée le ministre de la Justice, Assemblée il provinciale, est de l'opposition. Ça aussi, c'est par dérogation. Un opposant qui est au gouvernement. Mais bien sûr. Il s'oppose à quoi? Mais non. Je vous ai dit, l'opposition, ce n'est pas justement rejeter tout ou être contre. L'opposition, c'est aussi les idées forces. C'est une co-construction. Regardez, dans des pays. Bon, vous prenez l'Allemagne aujourd'hui. OK? L'Allemagne a un gouvernement qui est composé à la fois du parti majoritaire, parce que la majorité est relative, et d'une partie de l'opposition. Mais vous prenez Israël. C'est pareil, c'est l'exemple type. OK? Lorsqu'Israël était attaqué. Mais exactement. Mais tout le monde doit se réunir. Nous devons dépasser des considérations. Excusez-moi, mais j'appelle ça un peu le manque de maturité politique. Mais pourquoi vous appelez les sont des ennemis de la République? Mais les ennemis, parce que nous dit la Constitution? Je suis désolé. Moi, je suis congolais. On dit bien tout congolais. Ça veut dire sans exception. D'accord? Tout congolais. Et ces gens-là, excusez-moi, disent agir au nom du peuple congolais. Et ils veulent gouverner le pays. S'ils étaient vraiment animés de la volonté patriotique, et s'ils incarnaient la notion d'homme d'État, ils devaient aujourd'hui se mettre autour du président de la République. C'est la seule institution. On peut aujourd'hui suspendre toutes les institutions de la République. La seule qui va demeurer, c'est l'institution président de la République, qui est le chef de l'État. Professeur Mabaka. Et tous doivent se mettre. Nous avons une obligation constitutionnelle, je répète bien. Oui, Maintenant, si on s'oppose à un individu, ça, c'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas là pour dire, voilà, j'aime ou j'aime pas le président, le monsieur Tshisekedi. Moi, c'est le président de la République qui m'intéresse. C'est l'institution. La Constitution m'oblige. C'est un devoir sacré. OK? Et lorsque la solidarité nationale est fissurée, nous devons justement unir. Nous avons un devoir. S'ils aiment le peuple congolais, qu'ils se mettent autour de celui qui en est le garant, c'est-à-dire le chef de l'État. Qu'il s'appelle Félix Tshisekedi ou autre, peu importe, on doit dépasser, on doit dans l'abstraction et on doit soutenir l'institution président de la République. Professeur Mabaka, juste une dernière question avant de passer la parole au professeur Moupili. Raymond Tshibanda du FCC fait un communiqué au sujet de ces consultations. Exactement, oui, j'ai suivi. Oui, il dit « Toutes les institutions et tous les animateurs d'institutions issues des élections de décembre 2023 organisées en violation des lois pertinentes et marquées par une fraude d'ampleur inédite sont illégitimes. Et que cette illégitimité est une des principales causes de la crise actuelle. » Quel est votre avis par rapport à ça? Mon avis, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a eu des élections. OK? Aujourd'hui, je sais qu'on a un président de la République, chef de l'État, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je sais qu'il y a un gouvernement qui est dirigé par Madame Souminwa Touloukou, je crois. Toulouka. Voilà. Je sais qu'on a un président du Conseil supérieur de la magistrature qui est le président de la Cour constitutionnelle. Je sais qu'il y a un chef d'état-major de l'armée, ainsi de suite. OK? Les institutions sont là. Monsieur Raymond Tshibanda a été à plusieurs reprises dans le gouvernement sous le régime de l'ancien président Kabila. Il sait que toutes les élections, depuis 2006, pour ne pas remonter, toutes les élections ont toujours été contestées. Pendant qu'ils étaient au pouvoir, l'UDPS, les Martin Fayulu et les autres aussi contestaient la légitimité des institutions. Mais ces institutions nous ont dirigés pendant 18 ans. Le président Kabila nous a dirigés pendant 18 ans. D'accord? Et M. Raymond Tshibanda était parmi les acteurs politiques de ces régimes, qui étaient contestés par les autres. D'accord? Il faut arrêter la connerie, si vous permettez l'expression. Parce que... Non, attendez. Le pays est en guerre. Le pays est attaqué. Ce n'est pas le moment de régler des comptes. Vous avez votre maison qui brûle. Votre enfant a mis le feu. Vous allez chercher d'abord le coupable au lieu d'éteindre le feu? Mais arrêtez des bêtises. Si, je répète bien, si ces gens-là sont des hommes d'État, je pèse bien mes mots. Si ces gens-là sont des hommes d'État, qu'ils se regardent en face et qu'ils disent, eux, ils ont été aux affaires. Et si maintenant c'était eux qui étaient là,
face à cette situation, qu'aurait-il fait? La question qu'ils doivent se poser, celle-là. Et à eux de répondre, ce n'est pas à moi. Professeur Mabaka, merci beaucoup. Professeur Mopili, Carlos, je crois qu'on aura le temps de... Et ma spécialité, élection et le numérique. Là, personne ne peut pas venir me contredire. Même à la CENI, la personne, quand je parle, personne. Le tout puissant alors. Oui, dans ce domaine-là, non. C'est mon domaine. Professeur Mabaka, en 2 minutes. J'aimerais juste rebondir un peu là-dessus. Oui. Bon, il a bien dit que de toute façon, l'institution président doit rester, mais moi je pense que, illégitimité ou pas, on a acté les élections de 2003. Je pense que... 2023, oui. 2023. Oui. On doit passer à autre chose. Et aujourd'hui, le problème qui se pose est tout à fait différent. Je reviens sur ce que j'appelle la solidarité patriotique. Comme le dit d'ailleurs l'article 66. Nous devons nous unir. En fait, au fond, nous devons savoir pourquoi aujourd'hui le président de la République a fait appel à la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Il ne fait qu'appliquer la Constitution et il est dans son rôle, justement, de garant de l'unité nationale. N'est-ce pas? Il est dans ce rôle-là. Et oui, quand il prête serment, c'est vraiment son serment constitutionnel. Il est le garant de la souveraineté nationale, de l'intégrité, de l'indépendance. Et il est là, il représente, il est le symbole de l'unité nationale. Et pour justement consolider cette unité qui a été, comment dirais-je, brisée avec la guerre qui nous est imposée à l'Est et dans laquelle se sont engagés une partie de nos compatriotes. Mais quoi de plus, quoi de noble que de se dire, voilà, il nous reconnaît quand même comme étant membres de ce peuple congolais et nous avons l'obligation... Il y a eu des insultes, tout ça. Non, mais ça s'est passé... Excusez-moi, papa. Nandaku baswanaka, tukabwanaka, tufinganaka. Finalement, c'est quoi? Soki ndako koti matanga to sani. Soki baye ono, babandi baye nandaku. Est-ce que otala oh yo finga kinga totala sikonani? Non, on doit s'unir. Un peu de maturité, sinon c'est de l'enfantillage, sinon c'est, comment dirais-je, c'est un peu des caprices de bébé. C'est quoi? C'est du chantage. Et il faut dépasser cela. Par rapport justement au gouvernement d'union nationale, pour moi ce n'est qu'un point de départ. Ça doit aboutir après, peut-être à ce pacte que propose la CENCO et CC, mais bon, sous peut-être une autre forme. Mais moi j'appelle ça la réconciliation, en fait, l'idée de ce qu'on appelle vérité-réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec notre histoire. Nous devons, comme le dit un aîné, nous devons nous réconcilier entre nous. Et pour cela, il faut d'abord qu'il y ait des dialogues. 3 formes de dialogue. Des dialogues d'abord intracommunautaires, parce que avant d'arriver à la nation, il y a des problèmes des communautés au niveau local. Donc, il faut, je prends l'exemple des Banyamulenge qu'on appelle Tutsi, Congolais, tout ça. Entre eux, déjà, il y a des problèmes. Il faut qu'il y ait un dialogue intra-Mulenge. Il faut qu'il y ait un problème, un dialogue, par exemple, entre les Teke et les Yaka. Il faut qu'il y ait un dialogue entre les Bashi, que sais-je. Il faut qu'il y ait un dialogue entre même les Luba, parce que là aussi, il y a des problèmes. À partir de là, après, il y a des dialogues intercommunautaires. Bon, là, j'ai un peu anticipé aussi. Il y a KTK, ainsi de suite. Et après, il y aura le grand dialogue national. Et c'est ce dialogue national, que moi j'appelle le pacte constitutionnel, que les autres appellent le pacte social, qui va nous amener à la restauration de l'État à travers une nouvelle constitution qui va établir la 4e République. Merci bien. Voilà, c'est un peu ça. Professeur Mabaka, merci beaucoup, professeur.